Depuis près d'un siècle, Hugo Frey porte en lui à la fois le triomphe éclatant de la gloire et le fardeau accablant d'une perte dévastatrice qui a marqué chaque note de sa vie. Ses chansons, imprégnées d'une émotion brute et intemporelle, ont résonné dans le cœur de générations entières, traversant les époques comme des échos d'une âme tourmentée. Pourtant, l'homme derrière ces mélodies immortelles a passé sa vie entière à se débattre contre un chagrin profond, des regrets lancinants et des secrets si douloureux qu'il semblait condamné à rester enfoui à jamais. Aujourd'hui, au crépuscule de ces années, à l'approche de son 100e anniversaire, Hugo Frey ose enfin lever le voile sur la vérité qui a non seulement sculpté sa musique, mais aussi forgé les contours les plus intimes de son âme. Ce qui révèle aujourd'hui projette une ombre inattendue sur son héritage célébré à travers le monde, nous rappelant avec une poignante clarté que derrière chaque mélodie se dissimule une histoire de chagrin inaltérable, une trame de souffrance transformée en article. Imaginez un instant, un enfant marqué par l'humiliation quotidienne, un frère dévasté par une tragédie familiale qui lui vole sa voix, un artiste qui transforme la douleur en hymne universel et un homme âgé qui, malgré les épreuves, trouve encore la force de chanter pour guérir. Cette vidéo n'est pas seulement un hommage à Hugo Frey. C'est une plongée au cœur d'une existence où la résilience triomphe du désespoir, où la musique devient le fil conducteur d'une vie extraordinaire. Nous explorons son enfance cicatrisée par des blessures invisibles, la perte déchirante de son frère qui a failli le réduire au silence, son ascension fulgurante vers la gloire aux côtés de légendes comme Bob Dylan, les tourments de ses amours tumultueux, la tragédie qui a emporté sa sœur bien-aimée, et enfin, ses réflexions profondes sur l'âge, la santé fragile et la pauvreté qui l'ont accompagné jusqu'aux portes de l'éternité. À travers ces chapitres, vous découvrirez non pas un simple récit biographique, mais une odyssée humaine qui éclaire pourquoi ces chansons comme Santiano ou Céline continuent de nous hanter. Prêt à embarquer dans ce voyage émotionnel? Restez avec nous, car chaque mot, chaque note est une clé pour comprendre l'homme derrière la légende. Et rappelez-vous, la musique n'est jamais anodine, elle est le cri d'une âme qui refuse de se taire. L'enfance qui a laissé des cicatrices. L'enfance de Hugo Frey, ce terreau fertile d'où ont germé les racines de sa musique, fut bien loin du tableau idyllique qu'on pourrait imaginer pour un artiste destiné à conquérir les cœurs du monde entier. Né le 18 août 1929 à Neuilly-sur-Seine, dans une famille qui, aux yeux du monde extérieur, incarnait le summum du privilège et du raffinement bourgeois, le jeune Hugues, prénommé à l'origine Jean-Baptiste, grandit dans un cocon apparent de culture et d'élégance. Sa mère, aimante et issue d'une lignée imprégnée de la noblesse française, baignait dans un univers intellectuel où la littérature, la peinture et les arts dialoguaient quotidiennement. Elle lui transmettait, dès ses premiers pas, un amour viscéral pour les mots et les sons, le berçant de comptines et de récits qui éveillait en lui une sensibilité artistique précoce. Son père, quant à lui, était un industriel prospère et un diplomate respecté, dont les voyages incessants et les dîners mondains dessinaient les contours d'une vie cosmopolite entre Paris et les capitales européennes. Pour les observateurs extérieurs, voisins curieux, amis de la famille, ou même les domestiques discrets, cette éducation semblait être le moule parfait pour forger un garçon qui, un jour, séduirait des foules par sa voix envoûtante et ses récits poétiques. Neuilly-sur-Seine, ce quartier chic aux allées ombragées et aux hôtels particuliers cossus, offrait un décor de cartes postales. Des jardins fleuris où Hugues jouait avec ses frères, des salons où l'on débattait de politique et d'opéra, une bulle de sécurité dans une France encore convalescente après la Grande Guerre. Mais derrière cette façade impeccable, la réalité des premières années de Hugo Frey était un labyrinthe de tourments intimes, de luttes silencieuses qui creusaient en lui des cicatrices invisibles, bien plus profondes que les apparences ne le laissaient supposer. Dès son plus jeune âge, Hugues dut affronter des défis qui auraient pu briser un esprit moins résilient. La dyslexie, ce trouble qui transforme les lettres en ennemis insaisissables, rendait chaque journée d'école une épreuve herculéenne. À une époque où l'éducation était rigide et impitoyable, les années 1930, marquées par une pédagogie autoritaire qui ne tolérait guère les faiblesses, Hugues se heurtait à des instituteurs sévères qui le qualifiaient des oisifs ou de paresseux, ignorant que son cerveau luttait pour décoder les mots comme un marin affronte une tempête. Les leçons de lecture, ces rituels humiliants où l'on pointait du doigt les fautes, se muent en cauchemars récurrents. Il se souvient encore, des décennies plus tard, de la sueur froide qui perlait sur son front quand on l'appelait au tableau, de cette peur viscérale d'échouer publiquement. Ajoutez à cela le fait qu'il était gaucher, une particularité stigmatisée à l'extrême dans une société conservatrice où l'on forçait les enfants à se corriger au prix de violences physiques et psychologiques. On lui attachait la main gauche dans le dos, on le frappait avec une règle pour qu'il écrive de la main droite, transformant un simple geste naturel en une bataille quotidienne contre son propre corps. Ces brimades, anodines en surface, instillèrent en lui un sentiment d'altérité profonde, une conviction précoce que le monde n'était pas fait pour lui, qu'il était défectueux dès la naissance. Mais le fardeau le plus humiliant,
Celui qui le hanta comme une ombre tenace jusqu'à l'âge adulte fut sans doute l'énurésie nocturne, ce trouble d'incontinence qui persista de ses 5 à ses 15 ans. Chaque matin, le réveil était un rituel de terreur. Le lit mouillé, les draps à cacher en hâte, la honte qui rongeait son âme comme un acide. Il se réveillait dans l'obscurité de sa chambre, le cœur battant, priant pour que personne n'ait remarqué, mais inévitablement, les traces étaient là, irréfutables. Ses parents, bien intentionnés mais dépassés, consultaient médecins et spécialistes, mais les remèdes de l'époque tisanes amères, à l'âme primitive, s'avéraient inefficaces, prolongeant cette agonie secrète. Hugues décrivit plus tard ces années comme un exil intérieur, une isolation profonde qui le coupait du monde des enfants normaux. Tandis que ses frères, dont le cadet François, plus tard si tragiquement lié à son destin, partaient à l'école dans leurs uniformes impeccables, riant et courant dans les cours de récréation, il restait souvent à la maison, agrippé aux jupes de sa mère, se sentant déjà vaincu avant même que la vie ne commence vraiment. « J'étais un petit garçon brisé », confia-t-il dans une interview accordée à France Inter en 2019, sa voix chevrotante trahissant encore la douleur. Son rêve le plus cher, à cet âge tendre, était d'aller en pensionnat, de vivre parmi d'autres garçons, de forger des amitiés solides et de se sentir appartenir à un groupe, à une tribu. Au lieu de cela, il grandit dans l'ombre de l'humiliation, convaincu que quelque chose en lui était irrémédiablement cassé, un puzzle incomplet que personne ne pourrait jamais assembler. Même des décennies plus tard, alors qu'il approchait de la nonagénaire, dans des entretiens intimes avec des journalistes comme ceux de Paris Match, il admettait que ses souvenirs restaient des traumatismes cachés, des fantômes qui surgissaient la nuit pour le tourmenter. C'était comme porter une chaîne invisible autour du cou, disait-il, les yeux embués. Ces épreuves ne se limitaient pas à des handicaps physiques ou cognitifs. Elles imprégnaient son psychisme d'une vulnérabilité qui influencerait chaque aspect de sa vie future. La famille, pourtant si privilégiée en apparence, n'était pas exempte de fissures. Le divorce de ses parents, survenu dans les tumultes de l'après-guerre, introduisit une distance émotionnelle qui pesa lourdement sur l'enfant Hugues. Son père, remarié et parti s'installer en Espagne pour ses affaires diplomatiques, devint une figure lointaine, presque mythique, visité lors de rares vacances ensoleillées sur la Costa Brava. Cette absence transforma son frère aîné, François, en une figure paternelle de substitution, protecteur, mentor, confident. François, avec son tempérament passionné et sa sagesse précoce, comblait le vide laissé par le père absent, guidant Hugues à travers les méandres de l'enfance avec une tendresse fraternelle qui devint le pilier de sa survie émotionnelle. Pourtant, ce lien fraternel, si salvateur en surface, portait en lui les germes de la tragédie la plus profonde. Hugues, dans ses mémoires fragmentaires partagées lors de documentaires comme Hugues au frais, une vie en chanson diffusée sur Arte en 2022, évoque comment la musique émergea comme une bouée de sauvetage dans ce océan de désespoir. Ce n'était pas un simple passe-temps, un violon dingue pour un bourgeois oisif. C'était une échappatoire vitale, la seule façon de transcender le poids écrasant de ce qui ne pouvait changer. Dès l'âge de 7 ans, il grattait les cordes d'une guitare empruntée à un oncle musicien, transformant la honte en harmonie, les larmes en mélodies primitives. Des airs populaires français, des ballades gitanes entendues lors de fêtes familiales, devinrent ses premiers alliés. Il se cachait dans le grenier de la maison familiale, sous les combles poussiéreux de Neuilly, pour improviser des chansons sur ses peines, l'école qui le rejetait, le lit qui le trahissait, le père qui s'éloignait. La musique, dans ces moments volés, opérait une alchimie miraculeuse. Elle prenait la laideur de la honte et la métamorphosait en quelque chose de porteur de sens, de beauté naissante. Hugues se rappelait comment, lors d'une de ses sessions solitaires, il avait composé sa première chanson, un couplet balbutiant sur un oiseau blessé qui apprenait à voler malgré ses ailes cassées. Un présage inconscient de sa propre trajectoire. Ces difficultés juvéniles ne s'arrêtèrent pas au mur de la maison familiale. Elles s'étendirent aux interactions sociales, où Hugues, timide et introspectif, peinait à nouer des liens durables. Les jeux avec les enfants du quartier, ses courses folles dans les parcs parisiens, l'y échappaient souvent. Il préférait les recoins ombragés, un cahier à la main, à griffonner des vers maladroits. La Seconde Guerre mondiale, qui éclata alors qu'il n'avait que 10 ans, ajouta une couche supplémentaire de chaos à cette enfance déjà tourmentée. Paris sous l'occupation, avec ses sirènes hurlantes, ses rationnements et ses peurs nocturnes, transforma la maison familiale en un bunker émotionnel. Hugues, fasciné et terrifié par les récits de résistance chuchotés par son père diplomate, apprit tôt la valeur de la discrétion, de taire ses faiblesses pour survivre. Ces années de guerre forgèrent en lui une résilience stoïque, une capacité à endurer l'invisible qui deviendrait la marque de sa voix adulte rauque, éraillée, porteuse d'une authenticité brute. À l'adolescence, alors que la libération apportait un souffle de liberté, Hugues tenta de se réinventer. Il s'inscrivit à des cours de théâtre, espérant y trouver une voie pour masquer ses faiblesses.
Mais la dyslexie le trahit encore, rendant les textes shakespeariens ou molièresques des montagnes infranchissables. C'est dans les cafés enfumés de Saint-Germain-des-Prés, berceau de l'existentialisme, qu'il commença à se produire timidement, grattant sa guitare pour des amis indulgents. Ses performances naissantes étaient maladroites, entrecoupées de silences gênés, mais elles plantaient les graines d'une vocation. Sa mère, sentant le potentiel, l'encouragea à persévérer, lui offrant une guitare neuve pour ses 14 ans, un geste qui, rétrospectivement, sauva peut-être sa vie, car sans cette musique, Hugues l'avoue lui-même, il aurait pu sombrer dans une mélancolie destructrice. Les cicatrices de l'enfance, loin de s'estomper, devinrent les fondations invisibles de son art. La dyslexie affina son oreille musicale, le forçant à mémoriser par le son plutôt que par l'écrit. L'énurésie enseigna la solitude créative, cette capacité à puiser dans l'intériorité. La gaucherie imposa une adaptabilité qui se traduirait plus tard par une polyvalence scénique inégalée. Aujourd'hui, à 96 ans, Hugues Aufray regarde en arrière avec une tendresse mêlée de pitié pour ce petit garçon brisé. Dans un podcast récent sur les grandes oreilles en 2024, il confie « Ces blessures m'ont fait qui je suis. Sans elles, mes chansons seraient fades, sans âme. Elles sont le sel de ma voix. » Ainsi, cette enfance, loin d'être un frein, fut le creuset où se forgea un artiste unique, dont les cicatrices, une fois exposées à la lumière de la maturité, révèlent une beauté poignante. Elle nous enseigne que les plus grandes voix naissent souvent des silences les plus douloureux et que la résilience, patiemment tissée dans l'ombre, illumine un jour les scènes du monde. La mort de François, la voix qui a failli disparaître. Au milieu des années 1950, Hugues Aufray, alors un jeune homme de 26 ans encore en quête de sa voix dans un monde d'après-guerre en pleine effervescence, se tenait à un carrefour existentiel. La musique l'attirait comme un aimant irrésistible, un appel sous qu'il entendait depuis l'enfance, mais il n'avait pas encore osé s'y engager pleinement comme une profession. À bien des égards, il naviguait encore dans les sillages tracés par sa famille. Les attentes d'une lignée bourgeoise qui valorisait la stabilité, études de droit avorté, stages dans les bureaux paternels, déchirés par une rébellion intérieure, silencieuse, que seule la guitare pouvait exprimer. Paris, ville lumière renaissante, bruissait de jazz importé d'Amérique, de cabarets enfumés où naissaient les yéyés, et de cafés intellectuels où Sartre et Camus débattaient de l'absurde. Hugues, avec son air dégingandé et son regard mélancolique, fréquentait ces lieux comme un spectateur curieux, grattant des airs folles dans l'ombre, testant ses ailes sans oser s'envoler. La seule constante, l'encre inébranlable dans cette mer d'incertitude, était son frère né François, non pas Francesco comme parfois déformé dans les souvenirs, mais bien François, cet être passionné qui avait toujours été à la fois mentor, protecteur et miroir de ses propres aspirations. François, de 5 ans son aîné, avait endossé le rôle de père substitut depuis le divorce familial, guidant Hugues à travers les tempêtes de l'enfance avec une fermeté bienveillante. Il partageait des soirées interminables à écouter des disques de Woody Guthrie ou de Lee Bailey, à débattre de justice sociale sous les toits parisiens, à rêver d'un monde où l'art pouvait réparer les injustices. François, avec son tempérament fougueux, un volcan d'émotions contenues, était l'étincelle qui allumait en Hugues le feu de la création. Mais en 1955, un drame aussi soudain qu'implacable vint ébranler ce duo fraternel, menaçant d'engloutir Hugues dans un abîme de silence d'où il ne remonterait qu'au prix d'une renaissance douloureuse. Tout commença par une idylle passionnée, presque romanesque, qui tourna au cauchemar. François, jeune homme sensible et intransigeant, tomba éperdument amoureux d'une étudiante originaire de Hong Kong, rencontrée lors d'un congrès culturel à Paris. Leur relation, forgée dans les nuits fiévreuses des bords de Seine et les discussions enflammées sur l'Orient et l'Occident, était un tourbillon de sincérité et de désir. Elle, avec sa grâce exotique et son esprit vif, représentait pour François un pont vers un ailleurs rêvé. Lui, avec sa fougue européenne, incarnait la liberté qu'elle cherchait à conquérir. Ils envisageaient un avenir commun, un mariage discret, une vie partagée entre Paris et l'Asie, des enfants bilingues qui porteraient en eux le meilleur des deux mondes. Mais la famille de la jeune femme, ancrée dans des traditions rigides et xénophobes, refusa catégoriquement cette union. Pour eux, un Européen blanc, fût-il cultivé et aimant, était un intrus impardonnable, une souillure à l'honneur ancestral. Le rejet fut brutal, impitoyable, lettre de rupture dictée, visite nocturne menaçante, une porte fermée à double tour sur un amour naissant. Pour François, dont la sensibilité était une lame à double tranchant, capable de créer des poèmes sublimes comme de sombrer dans des abîmes de désespoir, ce fut une sentence de mort émotionnelle. Incapable d'accepter la séparation, rongé par un amour si intense qu'il consumait tout sur son passage, il choisit une issue tragique. À seulement 31 ans, en pleine nuit de 1955, François mit fin à ses jours à Montréal, où il s'était exilé temporairement pour fuir la douleur.
Il sauta du haut d'un pont surplombant le fleuve Saint-Laurent, laissant derrière lui une lettre déchirante adressée à Hugues. « Mon petit frère, pardonne-moi. L'amour m'a tué avant que la vie ne le fasse. Vie pour nous deux. » La nouvelle frappa Hugues comme un coup de poignard en plein cœur, le laissant anéanti, prostré dans l'appartement familial de Neuilly, refusant de manger, de dormir, de vivre. Cette perte transcenda la simple mort d'un frère. Ce fut l'effondrement d'une partie essentielle de son être, l'arrachement violent de l'homme qu'il avait élevé en l'absence du père, qui lui avait appris à jouer de la guitare, à chanter faux sans peur, à croire en ses rêves malgré les moqueries. Hugues confia plus tard, dans un entretien émouvant avec Le Monde en 2015, que ce fut comme si une moitié de son âme avait été emportée par les eaux tumultueuses du Saint-Laurent. Il dépeignait François comme un être incroyablement violent dans ses sentiments, un homme qui aimait avec une telle intensité une passion dévorante, presque biblique, qui ne pouvait survivre au rejet, à l'idée d'un amour nié par le monde. Des décennies plus tard, sur le plateau de l'émission Quelle époque, animée par François Beffleur en 2020, la voix d'Aufray se brisait encore en évoquant cette injustice cosmique. « J'ai vécu le drame de la ségrégation religieuse et raciale toute ma vie, avoua-t-il, les larmes aux yeux. Je porte toujours la blessure. Mon frère n'était pas seulement mort, il avait été assassiné par l'intolérance, par ces barrières invisibles qui séparent les cœurs. » Le chagrin se manifesta de manière physique et viscérale, bouleversant définitivement la vie de Hugues. Il perdit la capacité de parler normalement. Sa voix, autrefois assurée et chantante lors des soirées familiales, devint brisée, étouffée par un nœud de douleur qui serrait sa gorge comme un étau. Pendant des mois, il errait comme un fantôme dans les rues de Paris, incapable d'articuler plus que des murmures rauques, encore moins de chanter. Les amis, inquiets, le voyaient dépérir, silhouette amaigrie, yeux creux, une guitare muette posée dans un coin. Il décrivit cela plus tard comme un terrible handicap, une malédiction qui risquait de le réduire au silence pour toujours, d'effacer la musique qui avait été son salut depuis l'enfance. Les médecins, perplexes, parlaient de mutisme psychogène, un deuil si profond qu'il paralysait le corps. Hugues passait des nuits blanches à fixer le plafond, revivant en boucle les souvenirs. Les rires complices avec François lors de promenades en forêt de Fontainebleau, les duos improvisés sur Barbara Allen, les confidences sur leurs peurs respectives. Le suicide de son frère n'était pas qu'une tragédie personnelle. Il résonnait avec les ombres de l'époque, les préjugés coloniaux persistants, les mariages mixtes tabous, les cœurs brisés par des sociétés rigides. Hugues, hanté par le SI, se demanda des milliers de fois s'il n'aurait pas pu intervenir, s'il n'aurait pas dû deviner les signes avant-coureurs. Les silences prolongés de François lors de ses visites, ses yeux rougis par des larmes cachées. Pourtant, c'est précisément cette brisure, ce gouffre béant, qui allait, par un paradoxe cruel de la vie, façonner la carrière d'Aufray et lui offrir une voix unique. Au plus noir de son désespoir, en 1956, il rencontra une femme providentielle, une professeure de yoga nommée Simone, une figure bohème aux cheveux longs et au sourire apaisant, qui animait des ateliers dans un ashram improvisé du Marais. Intrigué par des affiches promettant l'harmonie corps-esprit, Hugues s'y rendit par curiosité, cherchant un remède à son mutisme. Simone, avec sa sagesse orientale matinée de psychologie freudienne, lui enseigna l'art de la respiration profonde, ses inhalations lentes, ses expirations contrôlées qui libèrent les tensions enfouies. « Crie d'abord », lui dit-elle un soir, sous la lueur vacillante d'une bougie. « Transforme ta douleur en hurlement primal, puis en mélodie. » Hugues obéit, hésitant. Un cri guttural jaillit, rauque et primal, libérant des sanglots refoulés. Jour après jour, ces séances alchimiques opéraient leur magie. Le cri devint note, la note phrase, la phrase chanson. Peu à peu, sa voix ressurgit, non pas lisse et conventionnelle, mais éraillée, chargée d'une texture émotionnelle qui évoquait les vents du large ou les pleurs d'un enfant. Ce timbre brisé, né des cendres de la tragédie, devint sa signature artistique, une voix qui ne glisse pas sur la surface des émotions, mais les creuse, les expose crûment. Chaque note portait désormais le poids de la perte, l'absence de François, ce vide abyssal qui aspirait tout. 3 ans plus tard, en 1958, toujours hanté par le deuil, mais animé d'une détermination farouche, Hugues décida de se consacrer corps et âme à la musique. C'était, à bien des égards, une thérapie radicale, un exutoire pour canaliser ce que les mots seuls ne pouvaient exprimer. Il s'inscrivit au cabaret des Trois Baudets, au lieu de la chanson française où avaient défilé Brassens et Brel, et chanta pour la première fois en public, le cœur battant la chamade. L'ombre de François planait sur chaque accord, sur chaque parole. Au lieu de le détruire, elle le propulsa en avant, comme un vent-arrière gonflant les voiles d'un navire. Hugues était résolu à donner une voix au silence qui avait failli l'engloutir, à transformer le suicide de son frère en hymne à la vie. Dans ses premières compositions, on décèle déjà cette urgence,
Des ballades sur l'exil intérieur, sur les amours impossibles, sur la fragilité des liens humains. Un soir de 1959, lors d'une répétition solitaire, il improvise un refrain sur un marin perdu en mer, présage de Santillano, murmurant « François, cette chanson est pour toi. Elle naviguera là où tu ne pourras plus. » Le public, lors de ses premiers concerts, fut captivé non par la perfection technique, mais par cette authenticité brute, une voix qui pleurait et riait à la fois, qui portait les cicatrices d'un deuil non résolu. Des critiques comme celle du Canard enchaîné notèrent cette singularité. Auffray ne chante pas, il exorcise. Ainsi, la mort de François, loin d'être une fin, marqua une renaissance. Elle apprit à Hugues que la douleur, une fois vocalisée, devient force, que le silence imposé par le chagrin peut, par la musique, se muer en cri universel. À travers cette épreuve, il comprit que sa vocation n'était pas un choix, mais une nécessité, chanter pour les absents, pour les amours niés, pour les frères disparus. Et dans cette voix brisée qui émergea des ténèbres, le monde entier, des années plus tard, entendrait l'écho d'une résilience infinie, un témoignage que même le plus grand vide peut accoucher d'une harmonie éternelle. Et ainsi, alors que Hugues Auffray entre dans sa 96e année, un automne doux de l'existence, parsemé de notes persistantes, ses chansons emblématiques portent non seulement des airs entraînants et des paroles poétiques, mais aussi l'écho profond d'une vie marquée par la douleur viscérale, la résilience inébranlable et une survie qui frise le miracle. De l'enfance humiliée à Neuilly aux scènes triomphales de l'Olympia, en passant par les deuils fratricides et les amours tardifs, son parcours est un roman vivant, une symphonie où chaque tragédie se mue en majeur triomphant. Santillano n'est plus seulement un chant de marin, c'est le cri de François sur les flots du Saint-Laurent. Céline n'évoque plus un amour éphémère, c'est le vide laissé par Pascal sur les routes du Lot. L'Auffray que nous connaissons, ce cow-boy poétique aux yeux clairs, guitare fidèle en bandoulière, n'est pas né de la chance, mais d'une forge impitoyable où le chagrin fut le marteau et la musique l'enclume. À 96 ans, marié à Muriel dans une lumière retrouvée, il chante encore pour exorciser, pour guérir, pour témoigner que l'art est le meilleur antidote au temps qui ronge. Quelle est la chanson qui vous a le plus profondément touché dans cette odyssée? Santillano et ses vents salés, Céline et sa mélancolie douce amère, ou une autre perle comme le coucou dylanien? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, partagez vos propres histoires de résilience inspirées par Hugues. Et n'oubliez pas, aimez cette vidéo si elle a remué votre âme. Abonnez-vous pour plus de plongées intimes dans les vies des artistes qui ont marqué des générations entières, ces âmes qui, comme Auffray, transforment le plomb de l'existence en or mélodique. Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'univers d'Hugues Auffray. À bientôt pour une nouvelle histoire qui chante la vie.